Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis nos studios de Chamier. Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sociologie de la famille contemporaine. Le démarrage d'une nouvelle saison, je crois que c'est la 7e ou 8e saison que nous allons démarrer ensemble cette année avec un programme de folie à venir. Nous allons faire beaucoup de théoriques et de personnalités cette année, beaucoup notamment de psycho. Et nous démarrons ce soir extrêmement fort. Nous sommes avec Alison Baudouin. Alison Baudouin est auteure de l'ouvrage Le guide post-traumatique. Alison est en direct avec nous. Bonjour Alison. Bonjour Stéphane. Ah, tout marche bien, le son, la technique est formidable, vous êtes à Saint-Étienne et tout fonctionne. Alors aux éditions Faire dans la mort, donc il y aura les addictions, Zéro addiction qui sortira le 7 octobre et surtout, nous, ce qui nous intéresse ce soir, le guide post-traumatique qui est sorti en juin dernier, qui est un ouvrage phare, je trouve, moi, c'est que faire lorsque nous est arrivé quelque chose de violent, quelque chose de traumatisant, comment réagir, comment survivre, comment guérir par rapport à ce qui nous est arrivé. Ça intéressera beaucoup de monde. Mais déjà, Alison, je voudrais savoir qui est Alison Baudouin et comment en arrive-t-on à se spécialiser dans ce domaine, à écrire des ouvrages. Qui est Alison Baudouin ? Alors, je suis psychotraumatologue et j'ai été sujette aussi au stress post-traumatique lorsque j'ai perdu la garde de mon enfant. Donc, je me suis vraiment intéressée à cette pathologie psychiatrique et j'ai souhaité en faire mon métier pour soutenir d'autres personnes en souffrance. Voilà. Alors, je le sais parce qu'on s'est parlé un petit peu en off. Je vous annonce d'ailleurs que nous sommes en direct sur YouTube simultanément. Vous avez les 10 minutes de preview de l'émission qui seront sur le replay. Vous avez passé un doctorat aux USA en psychotraumatologie, vous m'avez dit. Oui. C'est ça, à l'université de... Bircham International University. Ok, vous avez travaillé en hôpital psychiatrique durant un certain temps. Vous étiez auxiliaire, je crois, ou aide, je sais plus, j'ai oublié le terme technique. Père aidante en psychiatrie. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez passé une certification, une homologation en psychologie, cette fois-ci en Europe, où vous aviez déjà un niveau 1 dans un secteur différent, mais vous étiez déjà diplômé d'enseignement supérieur. Et vous exercez en libéral depuis 2 ans et demi. C'est bon, j'ai bien résumé la situation ? C'est tout à fait ça. Ok. Alors, le guide post-traumatique, en fait, écoutez, lorsque il nous arrive quelque chose, nous, on dit, les gens sont venus me voir, et nous, dans les permanences qu'on parle aux gens, on dit aussi, la première étape de la guérison, c'est effectivement, c'est déjà commencer à mettre des mots sur ce qui nous est arrivé. Donc, quelque part, c'est définir, quelque part, accepter ce qui nous est arrivé. Absolument. La première étape de la guérison, c'est accepter que l'on a souffert. Trop souvent, nous cherchons à minimiser ce que nous avons vécu, comme par exemple, d'autres ont souffert plus que moi, je dois être fort, je dois tourner la page. Mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Ce que nous avons traversé est unique et l'admettre n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un acte de courage. Oui, allez-y. Je crois que vous avez un plan par rapport à ça. Oui, parce que des fois, on se dit, des fois déjà, on a du mal à se rendre compte qu'il nous est arrivé quelque chose. Donc, dans l'étape de guérison, il faut déjà se rendre compte qu'on était traumatisé, qu'on était victime de quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, qu'on était traumatisé. On se rend pas forcément compte, mais par exemple, il nous arrive un événement clé dans la vie où on sort d'une audience extrêmement brutale, et puis on se rend compte plusieurs semaines plus tard qu'on a complètement changé nos habitudes, que ce qu'on faisait avant, on l'a complètement interrompu, qu'on est une personne différente, qu'on se met à manger des tablettes de chocolat comme un dingue. C'est tout ça, en fait. Et un jour, on se dit, mais attends, mais finalement, il s'est passé quelque chose. C'est un peu ça, non ?
Effectivement, lorsqu'une personne subit un traumatisme, ce n'est pas seulement une expérience douloureuse sur le plan psychologique, c'est tout le système nerveux qui entre en état d'alerte. Donc, comme l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal, donc ce sont des zones essentielles du cerveau qui se retrouvent déséquilibrées. Et les conséquences sont multiples. La liste est longue, cauchemars, flashbacks, pensées obsédantes, hypervigilance, troubles du sommeil, mais aussi des réactions de fuite, de figement ou d'agressivité. Et certaines personnes développent une anesthésie émotionnelle et d'autres des douleurs chroniques. Le stress post-traumatique peut même aller jusqu'à la dissociation et ce sont des manifestations invisibles mais bien réelles qui peuvent profondément bouleverser une vie. On peut avoir des amnésies aussi. Oui, absolument, absolument. Il y a des gens, en fait, moi j'ai des gens qui m'ont dit, mais attends, je me souviens pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé parce que je m'en souviens pas? Ça vous arrive? D'accord, ok. C'est commun, c'est pas... Okay. C'est assez commun, des pertes de mémoire à court ou moyen terme. C'est assez fréquent, même dans certaines situations, mes clientes ne peuvent pas raconter leur psychotraumatisme tellement il y a des blocages et elles sont figées dans cet état. Alors comment ils se rendent compte déjà comment fait-on pour réaliser, pour accepter qu'on a vécu un gros trauma et que finalement on en vit, on en subit les conséquences dans la vie de tous les jours? Déjà, je pense qu'il ne faut pas se contenter de se dire ça passera. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à les repérer, ces symptômes, à les nommer et à se tourner vers une prise en charge spécialisée. Donc, il existe des outils justement pour amorcer ce processus de guérison, comme les prises en charge médicales et psychothérapeutiques, par exemple dans les CMP, où on retrouve des psychiatres, des psychologues, des psychotraumatologues dont je fais partie, qui utilisent des techniques validées comme le MDR, l'intégration du cycle de la vie ou les thérapies par les mouvements alternatifs. D'accord. Okay. Il existe aussi d'autres pratiques complémentaires comme la méditation, l'écriture autobiographique, l'art-thérapie, la psychonutrition, etc. Et une méthode que je développe également en ce moment, qui est le repos conscient, qui est inspiré de protocoles hospitaliers psychiatriques qui consistent à réduire toute stimulation pendant un temps donné pour apaiser le système nerveux et diminuer l'hypervigilance. Oui, alors ça, vous voyez, je comprends très très bien de quoi il s'agit. Parce que le nombre de personnes qui m'ont dit à un moment donné, bon ça suffit, j'ai envie qu'on me foute la paix et d'arrêter toutes les stimulations et tous les rappels en fait, parce que parfois tout notre environnement essaie de nous rappeler ce qui nous est arrivé et les gens essayent d'avoir des périodes justement où ils se coupent de tout ça. Donc ça je comprends très très bien ce dont il s'agit là. Le stress post-traumatique, on peut le qualifier aussi d'handicap invisible, je crois, puisqu'il agit partout. Il agit sur le psychisme, sur le corps, sur les relations sociales, parfois même sur la vie professionnelle. Et la souffrance prolongée laisse des empreintes profondes car elle modifie la posture, l'expression du visage, parfois même le corps par les effets secondaires des traitements ou par la somatisation. Et elle peut entraîner également des pertes économiques, sociales et un isolement douloureux, d'où l'importance d'être prise en charge. Alors, dans votre ouvrage, là, il y a une table des matières. Là, ce que vous dites en fait, déjà, c'est reconnaître son statut de victime. On va le reprendre par le début, là. Reconnaître son statut de victime, ça veut dire déjà réussir. Vous parlez d'acceptation, mais il faut être capable de se dire non, mais j'ai vécu un truc qui n'est pas normal et qui me déstabilise. Et il y a toute une démarche à faire pour ça. Tout à fait. Quand la souffrance est souvent mal comprise, minimisée ou ignorée, il est important de savoir qu'on est vulnérable. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, mais il n'y a que des échelons de rétablissement. Et prendre conscience de cette souffrance devient alors un mécanisme de soin assez important. Alors c'est ce que me disaient les autres. On apprend déjà à mettre des mots dessus, à l'identifier. Donc on le formalise et bon, on met un mot, on donne une existence, on donne quelque chose à quoi on peut le considérer, on peut le contempler, on peut le regarder parce qu'on a réussi à le nommer déjà.
Tout à fait, et on peut utiliser l'autobiographie également pour poser des mots sur ce que l'on a traversé. C'est un processus thérapeutique assez intéressant à effectuer. Oui, on écrit, on montre pas forcément, on publie pas forcément, mais on écrit. C'est un très bon exercice. Tout à fait. Ouais. Quand on ne peut pas verbaliser, on peut écrire. C'est assez important, mais je crois également qu'au-delà des techniques, il y a une philosophie à intégrer qui est accepter l'inévitable et se concentrer sur ce que l'on peut réellement contrôler. Marc Aurèle, empereur romain, penser pour moi-même, le stoïcisme. Exactement. Ah ben voilà, ben oui, on y revient. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est également apprendre à accueillir la souffrance, non pas pour s'y enfermer, mais pour en faire une porte de transformation. Et c'est ce que j'essaie de faire transparaître dans mon livre, c'est de transformer sa douleur en force mentale. C'est-à-dire que quand on subit quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement douloureux, l'idée est de construire sur cette souffrance, de s'en sortir en avançant et en essayant de maintenir un cap. Oui, puis on peut même le prendre comme de la musculation. À la limite, quand on va à la salle, on bouge de la fonte, on se fait des biceps. Écoutez, quand on a une souffrance psychologique, on essaie de se muscler, et puis finalement, on devient beaucoup plus résistant. On peut essayer de le prendre aussi comme ça. Il faut essayer de voir les bons côtés et comment on peut l'utiliser pour en sortir plus fort. Mais vous avez tout à fait raison, ça s'appelle la neuroplasticité. D'accord. On peut muscler son cerveau. Ça s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on va expérimenter des situations positives pour réparer son cerveau de manière naturelle. Prendre soin de son quotidien, c'est muscler, entre autres, en d'autres termes, son cerveau jusqu'à la guérison. Voilà. Et puis après, arriver au constat que le fait d'avoir été confronté à un certain nombre de situations, un certain nombre d'expériences, fait qu'on a plus d'endurance et de résistance que ceux qui n'y ont pas été confrontés. Parfois, ça peut aussi être un effet secondaire intéressant. La résilience. Ouais, ça, on travaille la résilience par rapport à ça. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que vous dites qu'une des conséquences, notamment du PTSD, voilà, c'est que, alors, on parle d'effets sur les nerfs, d'inflammation générale. On peut avoir des somatisations comme l'inflammation et autres, donc par alimentation, on va sur les antioxydants et ce genre de trucs. Mais vous dites aussi que on peut avoir, sans forcément s'en rendre compte, un comportement qui va être favorable aux addictions. Un comportement autodestructeur, tout à fait, c'est-à-dire que l'alcool, la drogue, mais les jeux également peuvent devenir un refuge pour soulager sa souffrance de manière temporaire. On va manger des gâteaux, du chocolat, sans s'en rendre compte, mais en fait, on est en train de prendre une béquille. Une béquille, un réflexe autodestructeur. Et c'est vrai que pour amorcer un processus de rétablissement lorsqu'on souffre, l'idée est de ne pas avoir justement d'addiction, puisque c'est assez grave dans le cadre du stress post-traumatique. Oui, le stress post-traumatique accentue je veux dire la possibilité d'avoir des addictions. Alors ce que vous nous dites, c'est quand même assez impliquant parce que, je commence à avoir un certain âge, malheureusement, ça ne s'améliore pas. On a arrêté de fumer. Déjà, pas forcément suite à un traumatisme, mais on s'est libéré d'une addiction. On fait partie d'une génération, la génération X, on fumait quasiment tous, nos parents fumaient dans la voiture et tout, donc on a arrêté de fumer. Beaucoup de gens arrêtent telle ou telle chose sans forcément que ce soit lié à un PTSD. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, beaucoup de choses, tout est addictif. Nos enfants sont addictifs, la télé est addictif, le sucre est une addiction. Et en fait, avoir été violenté nous rend beaucoup plus vulnérables à nos addictions, en fait. Voilà, absolument, puisque c'est un moyen de soulager sa souffrance, c'est un moyen d'oublier, c'est un moyen de lutter contre le vide, contre l'ennui, qui sont paradoxalement des ressources précieuses de créativité. Donc on peut les utiliser à bon escient, mais parfois le vide, l'absence de distraction peut faire peur, donc voilà. Oui, ouais. Alors, le stress, chez les enfants, on dit que ça génère beaucoup de cortisol, que c'est l'ennemi de la croissance, ça peut faire des problèmes et autres. Vous, dans votre ouvrage, il y a carrément un chapitre sur la transformation physique. Ah oui, absolument.
La souffrance, être exposé à la souffrance de manière prolongée peut très clairement avoir un impact sur le physique, sur la posture, sur l'expression du visage. Mais si on consulte un psychiatre et qu'on a besoin d'un traitement, il va également avoir des effets secondaires comme la prise de poids ou d'autres symptômes. Donc oui, la souffrance engage une transformation physique qui est difficile à comprendre parce que c'est la double peine. Non seulement on reçoit un choc psychique et en plus il faut se soigner et en plus on a d'autres problèmes comme la transformation physique, la précarité, etc., etc. Donc c'est une cascade d'événements et d'effets secondaires dont le rétablissement repose sur une approche pluridisciplinaire. Est-ce que vous pourriez approfondir un peu cette phrase, la précarité liée à la souffrance? La souffrance entraînerait une précarité de quoi? Des pertes économiques et sociales, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à s'isoler, puisque les proches peuvent s'éloigner aussi quand la personne souffre énormément. Alors, lorsqu'on est victime de quelque chose de spectaculaire, de violent, et qui se sait, les gens s'éloignent. Ils ont une tendance à se dire « Oh mon Dieu, on va attendre qu'ils reviennent ou que ça se calme ». Effectivement, les gens s'éloignent. Donc effectivement, il y a une solitude qui peut se placer et il peut y avoir des répercussions sociales et professionnelles quand effectivement, ça se sait. Tout à fait, absolument. Et puis, de toute évidence, tous ces symptômes nuisent au quotidien et on peut perdre son activité professionnelle et tout simplement perdre une motivation. Voilà, une motivation générale qui a tendance à isoler. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on essaye, et puis à force de voir tout détruit, après on n'essaye plus, hein. Ouais, bien sûr. Oui, c'est décourageant. Bien sûr. C'est décourageant. Tout à fait. Vous parlez du repos conscient, donc vous en avez parlé un petit peu auparavant. Le repos conscient, pour vous, c'est de choisir de s'isoler par rapport aux sources de stress, ou à tout ce qui peut vous rappeler ce qui était douloureux. Ça, c'est intéressant de dire parce que nous, on dit aussi aux victimes de faire du lien, de se fréquenter, de se parler les unes avec les autres. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrêtent pas de se rappeler les unes les autres ce qui leur est arrivé. Les groupes de parole sont intéressants, mais je propose le repos conscient comme outil thérapeutique quotidien que vous pouvez pratiquer chez vous sans aucun danger, en toute sécurité. Il suffit simplement de s'isoler volontairement quelques heures ou quelques minutes, fermer les rideaux, éteindre son portable, pas en mode avion, l'éteindre, pas de bruit, pas de lumière, aucune distraction, pas de télé, et vous restez allongé ou assis comme vous le souhaitez, en respiration consciente. Et bon, l'idée, c'est de ne pas dormir, de rester éveillé et d'observer ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a des ruminations, des pensées invasives? Est-ce que le corps parle? Parce que le corps parle. Est-ce qu'il y a des douleurs distinctes, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir une phase d'observation dans le repos conscient et d'essayer de réparer un petit peu ce système nerveux en état d'alerte constant. Ah là, on se rapproche de la méditation asiatique. Oui. Alors, c'est effectivement une méthode qui s'inspire de la méditation, mais qui est pratiquée en milieu hospitalier psychiatrique notamment. Alors ça, c'est intéressant. Les milieux psychiatriques occidentaux sont en train d'aller vers la méditation. C'est-à-dire, la méditation, c'est demander à l'esprit de se calmer, d'arrêter de générer des pensées aléatoires ou négatives et autres, et de lui dire, écoute, ça suffit maintenant, tu te tais. Donc on élimine les stimulations potentielles externes, on essaie de faire le blanc. Et en deuxième, très lointain, il y a un bruit de fond qui vient, et celui-là par contre est très positif et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, c'est tout à fait ça. La méditation, c'est ça en fait, hein. C'est un exercice et qui nous aide parfois à prendre des meilleures décisions et surtout à calmer le brouhaha qui peut être extrêmement négatif, extrêmement mortifère, hein, parfois, hein. C'est pour apaiser le système nerveux et diminuer l'hypervigilance notamment. Et puis, il reste intéressant de s'écouter, d'écouter ses pensées sans les juger, d'observer les va-et-vient. Qu'est-ce que mes pensées me disent? Est-ce que mon cerveau, parce que c'est pas les pensées, on a tendance à trop les écouter, à mon sens. C'est pas parce que le cerveau vous dit quelque chose que c'est vrai. Ah, on est victime de nos pensées. Elles arrivent sans cesse, en permanence. Tout à fait.
tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas trop y apporter d'importance quand elles sont négatives, notamment. Bah, on vit tous dans une simulation, de toute façon ça va passer, donc voilà. Non mais c'est un peu le détachement. Il y a un de vos confrères qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait L'art de s'en foutre, qui est beaucoup plus profond que le titre ne pourrait le suggérer, et finalement ça se rapproche un peu de ça aussi. Probablement. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là on a parlé de posture, on a parlé de travail intérieur, mais vous avez une partie qui va jusqu'à l'alimentation. Oui, absolument. Alors, je conseille effectivement d'avoir une alimentation sans sucre ajouté, pas sans sucre, mais sans sucre ajouté, pour éviter l'inflammation chronique, parce que l'inflammation chronique provoque des pathologies psychiatriques comme la dépression et l'anxiété. Quand on a une alimentation riche en prébiotiques, par exemple fibres et légumes, et un probiotique aliments fermentés, ça favorise un microbiote sain et ça réduit l'inflammation en régulant les neurotransmetteurs. Donc la psychonutrition est un domaine en pleine expansion qui confirme que l'alimentation permet de maintenir une bonne santé mentale. On ne le dira jamais assez, le sucre blanc nous empoisonne. Complètement. Le sucre blanc, le sirop de glucose, et pourtant c'est compliqué parce que parfois un bon gâteau au chocolat ou un petit dessert, mais on a énormément de difficultés à trouver des choses sans sucre blanc. Et d'ailleurs ils en mettent trop, on le sent quasiment craquer sous la dent tellement ils en mettent. On peut plus trouver un gâteau à moins de 30 ou 35% de sucre, c'est absolument délirant. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience collective parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont en PTSD qui sont victimes de ça. Le sucre blanc nous empoisonne de manière globale. Oui, absolument. Et puis le sucre est une addiction, peut devenir une addiction également. C'est de la cocaïne. Quand on regarde dans le cerveau comment ça fonctionne, c'est extrêmement difficile de se passer de sucre. C'est très dur. Je trouve plus difficile d'arrêter le sucre que la cigarette. Probablement. Non. Mais c'est vrai que le sucre peut devenir une addiction très grave et entraîner des comorbidités, de l'obésité, etc. Oui. Donc, c'est à prendre en considération. Ouais. Donc là, effectivement, une fois dans l'étape de guérison, on essaie d'avoir un corps qui se porte bien, qui ne soit pas un réceptacle au mal-être. Et pour ça, il faut enlever le sucre. Trop de sucre ou trop d'alcool nous met en position d'accentuer le mal-être et les problèmes psychologiques et psychiatriques. Tout à fait. Alors que pourtant, on croirait l'inverse, puisqu'on se réfugie dans les addictions justement pour soulager sa souffrance, mais ça ne fait que l'effet inverse. Et c'est en traversant les effets secondaires du sevrage qu'on va avoir une meilleure réceptivité et qu'on va avoir un meilleur rétablissement. Tiens, d'ailleurs, disons-le, la meilleure des addictions, en fait, ne serait-ce pas l'amour ? Vous me posez une colle. Mais après tout, vous voyez, moi je me dis, là, on se réfugie dans l'alcool, dans le sucre, dans ci, dans ça, mais finalement, une jolie boule rose là, avec quelqu'un, un gros câlin, l'un contre l'autre, où on fait sortir de la chaleur et tout, finalement, ça devient addictif, mais c'est réparateur. C'est ça l'addiction qui nous sauve, en fait, c'est l'amour. Avec un grand A. Avec un grand A, tout à fait. Avoir une personne qui nous réconforte, qui peut nous valoriser, qui peut être une ressource affective quotidienne. Effectivement, l'amour avec un grand A, c'est la meilleure des addictions finalement. Oui, et c'est la meilleure des thérapies aussi. C'est ça qui nous répare mutuellement. Je crois que l'amour est une force réparatrice, en fait. Mm-hmm. Alors, vous dites aussi, on l'a évoqué un petit peu au début, mais vous en faites un paragraphe de plusieurs pages et autres. Écrire, partager son histoire, se libérer par l'autobiographie. On avait à une époque des journaux intimes. Mais on revient un peu sur ce qu'on avait dit en préambule, c'est l'acceptation, c'est la reconnaissance, c'est identifier et mettre des mots sur ce que il nous est arrivé, sur ce que ça nous fait et sur ce qu'on a tous les jours. C'est en fait faire sortir, un peu comme la mauvaise eau là qu'on fait sortir et qu'on couche sur papier. Tout à fait, verbaliser son vécu, l'écriture de son autobiographie ou la mise en récit de sa vie est bien plus qu'un exercice littéraire. C'est un processus profondément psychologique qui engage la mémoire, les émotions et l'identité. Donc, raconter son histoire permet de revisiter les événements marquants de sa vie, mais de manière beaucoup plus douce
et comme on le sent également. Voilà. Eh ben oui, c'est là que je l'avais, intégrer la philosophie stoïcienne et bouddhiste pour renforcer l'esprit. On revient à ce qu'on s'est dit il y a une quinzaine de minutes. Finalement, muscler le cerveau, c'est la résilience. De la même manière qu'on fait de la musculation physique, eh bien, ce qui nous arrive est aussi un outil pour entraîner la résilience et puis améliorer la façon dont on appréhende la vie, notre environnement. Et là, vous faites un paragraphe sur ça aussi. Et puis, il faut vivre. La Terre, c'est pour les vivants. Et il faut continuer d'avancer. Il ne faut pas rester comme une girouette qui tourne dans tous les sens parce qu'elle a été ébouriffée. Il faut reprendre son chemin, puis il faut avancer. Effectivement, la reconstruction après un traumatisme nécessite effectivement une profonde transformation psychologique, mais au bout d'un moment, il faut reprendre le cours de sa vie. C'est-à-dire, il y a après le traumatisme, il y a une deuxième partie de l'existence. Et cette deuxième partie de l'existence, il faut pouvoir la reconstruire sur des bases solides, avec une meilleure résilience. Donc vraiment, pas passer à autre chose, mais reprendre le cours de sa vie et surtout réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves, continuer à être motivé et s'épanouir professionnellement, personnellement, etc. Il y a plein de belles choses dans la vie et le psychotraumatisme ne nous définit pas. Alors, on va en profiter. Vous êtes là, vous êtes en libéral. Il reste quelques minutes. On va faire une petite consultation en live. Là, ça profitera à tout le monde. Je vais vous répéter des questions que je vois arriver souvent ou qui me traversent l'esprit, par exemple. Voilà. Il vous arrive quelque chose, ça se sait. Et puis, vous faites avancer, faites votre parcours. Et quelqu'un, un jour, vous croise. Il vous a pas vu depuis 2 ans et il dit « Oh, quand même, t'es vachement costaud, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça, j'en reviens pas, t'es toujours debout, tu fais tes trucs et tout. » Comment on réagit par rapport aux gens qui viennent vous voir et qui vous ramènent en fait à l'événement traumatique passé? Comment on fait socialement? C'est très déstabilisant parce que c'est déjà très difficile d'intégrer la transformation physique due à la souffrance, d'intégrer... c'est très déstabilisant mais il faut savoir stabiliser ses pensées par rapport à ce genre de situation. Ça arrive, c'est comme ça ramène au passé, oui, mais c'est fait, et il faut pouvoir passer à autre chose assez rapidement. Parce qu'en plus, c'est des gens qui vous veulent du bien, ils sont là, et puis en fait, c'est leur stress à eux, leurs inquiétudes à eux qui sont en train de faire sortir. Très certainement. Très certainement. Et puis, j'ignore si c'est un peu déplacé, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est très déstabilisant. Non, mais oui, tout à fait, ça je peux entendre. Mais la question qui revient le plus et autre, c'est comment je vais faire pour avancer alors qu'il m'est arrivé un truc immonde et que tout mon entourage le sait. Ce que je propose, par exemple, en thérapie post-traumatique, c'est de procéder à l'anamnèse de ce qui s'est passé tout en douceur, c'est-à-dire de parler du psychotraumatisme, de parler de verbaliser ce qui s'est passé auprès d'un thérapeute. C'est déjà une première étape vers le rétablissement. Mmh. Ensuite, de procéder à une séance de désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs, par exemple, ou le MDR, qui va retraiter l'information dans la conscience, qui va s'abréagir dans la conscience et qui va permettre de diminuer les symptômes de manière drastique. Donc ça, c'est une méthode très efficace qui permet justement de passer un cap dans son rétablissement. Et puis ensuite, c'est en fonction des problématiques de chacun. Quand on a été victime de psychotraumatisme sur une longue durée et de manière répétée, on a adopté des schémas qu'on reproduit dans notre couple, qu'on reproduit dans le milieu professionnel, etc. Donc là, la TCC peut intervenir aussi pour ajuster ses comportements. C'est toute une dynamique pluridisciplinaire qu'il faut intégrer. TCC, thérapie comportementale. Oui, et cognitive, oui, tout à fait. Ok. C'était Alison Baudouin. Alison Baudouin, comment est-ce qu'on vous joint? Comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, écoutez, sur Internet, Alison Baudouin, voilà. B-A-U-D-O-I-N, vous avez un petit site Internet, on trouve les livres, mais pour vous trouver vous-même, il y a aussi une page dédiée à votre personne. Voilà. Voilà.
Ok, eh ben écoutez à tous, à la semaine prochaine. Ne bougez pas ceux qui sont sur YouTube. On revient après le générique. Ne bougez pas. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Hop, je reviens sur la table. Voilà, ça y est, nous avons rendu l'antenne. Ça va, Alison ? Oui, merci Stéphane, c'était super. Un petit peu stressé au début, hein, j'ai cru remarquer quand même. C'était là. C'est mon premier direct. Mais vous étiez très bien, surtout à la fin. Franchement, à la fin, c'était beaucoup plus naturel. Et je pense qu'on a donné des vraies informations aux gens. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié que vous voudriez rajouter, parce qu'il sera sur le podcast YouTube, comme ça, là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être une conclusion. Allez-y. Une conclusion, l'idée, c'est d'accepter que l'on a souffert, reconnaître la réalité du traumatisme et ses effets, et oser demander de l'aide. Et s'autoriser à être vulnérable, c'est déjà commencer à guérir. Oui, à partir du principe qu'on n'est pas, nous sommes tous vulnérables, tous des vulnérabilités. Et ben là, parfois, elles se voient. Alors, il y a un processus, comment ça s'appelle là, mon soutien psy, qui a été mis en place par l'État, où on a droit, je crois, à un certain nombre de séances, là, pas très cher d'ailleurs. Ça peut être pris en charge. Oui, une séance par mois, tout à fait, chez le psychologue. Voilà. Mon parcours, mon psy. Redites-le, ça se dit. Mon parcours, mon psy. Mon parcours, mon psy. Voilà, et c'est couvert par la Sécu, c'est ça. Il faut être agrémenté, mais c'est couvert par la Sécu. Alors, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Alors, tous les psychologues ne le proposent pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien appeler le thérapeute pour confirmer qu'il propose bien ce dispositif. Mais effectivement, ça permet de rembourser les séances une fois par mois. Après, je vais répondre à la question qu'on me pose souvent, là, qui concerne le regard de l'autre, parce qu'en fait, on fait notre processus interne, mais ce qui nous ramène toujours à la situation, c'est le regard de l'autre. Et en fait, notre environnement a tendance à nous ramener vers le bas en permanence, à se dire, il doit être au fond du trou en permanence. Alors, nous, ce qu'on se dit ou ce qu'on dit aux autres, c'est quand ça commence à aller mieux et qu'on repart à vivre, on fait comme si ça n'existait pas. 2, on balance des petits trucs de temps en temps pour les habituer. Voilà, quand c'est des gens qu'on voit régulièrement et tout. Et puis, au fur et à mesure, ils s'habituent. Et au fur et à mesure, eux aussi, ils gèrent, parce que c'est un trauma aussi de voir quelqu'un se faire traumatiser devant soi. On a tous une certaine empathie. Moi, j'ai vu un cochon se faire égorger une fois. J'étais gamin et tout, ça m'a fait un peu bizarre, quoi. On peut voir quelqu'un se faire éclater par une voiture. Il faut un suivi, il faut être accompagné. Enfin, je veux dire, le fait d'être spectateur de quelqu'un qui vit quelque chose est aussi difficile pour soi. Donc, il y a aussi cet accompagnement des autres. Donc, en fait, on se soigne soi, mais on soigne aussi ceux qui sont autour de nous, en les habituant au fur et à mesure, en leur disant que la vie continue. Et puis, avec le temps, on avance. Et puis, ceux qui vraiment nous ramènent vers le bas avec des intentions plus ou moins mauvaises, on leur montre qu'on est peut-être plus fort que ça. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on gère aussi le regard des autres. Je ne sais pas ce que la professionnelle me dira, mais sur le terrain, dans les groupes de parole, tout ça, c'est un petit peu comme ça qu'on dit. Transformer sa souffrance en force mentale. Oui. La force mentale, c'est vraiment ce qu'on a tous besoin pour affronter le quotidien, effectivement, quand on rencontre ce genre de situation. On n'a pas le choix, donc autant le faire, quoi. Voilà. Ok. Alison, merci. L'émission sera rediffusée samedi matin en direct. Le podcast... non, mais qu'est-ce que je dis ? Ça, c'est l'autre, ça. L'émission sera rediffusée mercredi après-midi en différé, vers 16h ou 16h30, je ne sais plus. Et je vous enverrai le podcast durant le week-end ou lundi. Pour YouTube. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde sur le podcast, mais vous pourrez l'utiliser. Il y a le live YouTube qui sera disponible et la version montée de ce qui est passé à la radio. Ok, entendu, mais c'est génial. Merci Stéphane, en tout cas. Merci Alison pour votre disponibilité, ce que vous avez écrit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.